La confiance, c'est le nerf de la guerre pour les logisticiens. Ils nous donnent leur bébé qui est leur stock. On est le presque seul point de contact physique avec leur client final. Si ça se passe pas bien, le client, les chances qu'il les recommande sont peu élevées. Alors que si ça se passe bien, c'est un client fidèle qui va peut-être revenir encore. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop-Up. Aujourd'hui, je reçois Valentin Bulat et on va parler d'un sujet qui concerne tous les e-commerçants. Valentin, c'est un expert de la logistique et avec Hive, ils ont la volonté d'accompagner les DNVB et les marques D2C dans la digitalisation de leur process de logistique. Valentin est quelqu'un de vraiment passionnant avec qui je prends toujours beaucoup de plaisir à échanger. J'espère vraiment que notre échange vous apportera de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous permet de faire découvrir le podcast à de nouveaux auditeurs et d'accueillir des invités toujours plus pertinents. Et sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode. Hello Valentin. Salut Yann. Eh ben écoute, je suis ravi de t'avoir avec nous pour ce nouvel épisode de Pop-Up. Je vais te laisser te présenter un petit peu juste après, mais bon, dans les grandes lignes, tu es le deuxième invité qu'on reçoit qui n'est pas lui-même e-commerçant. Tu fais partie des spécialistes qu'on invite sur ce podcast. Tu bosses dans la logistique. Chez Hive, tu auras l'occasion de nous en parler un peu plus en détail après. Je suis ravi qu'on puisse aborder ce pan très important du e-commerce, qui est l'une des parties cruciales de l'expérience utilisateur, de l'expérience client d'une boutique, et qui est souvent pas la partie la plus sexy et la plus mise en avant dans tout ce process. Donc c'est très cool qu'on puisse avoir quelqu'un dont c'est le métier, qu'on puisse avoir un professionnel du secteur avec nous. Ce que je te propose, c'est peut-être de te présenter, de nous dire un peu qui t'es, ce que vous faites chez Hive et depuis quand tu le fais. Enfin voilà, présente-toi comme tu le sens. Aujourd'hui, je suis Growth Lead chez Hive en France. Hive, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution tout en un de logistique spécialisée dans le e-commerce avec l'idée de pouvoir accompagner des marques dans leurs défis logistiques ou opérationnels de manière plus globale, qui vont être aussi bien du fret, donc du mouvement de transport de produits depuis le point de production, jusqu'à l'expérience post-achat, donc tout ce qui va être gestion des retours, et je sais qu'on va plonger dedans après, c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Et nous, à la base, on s'est vraiment intéressé plutôt au cœur, donc stockage et préparation de commandes, et de comment on pouvait le réinventer et surtout l'adapter aux exigences des marques actuelles. Quand je dis marques actuelles, on parle de ces 5 dernières années, tout ce qui va être ce qu'on appelle DNVB, D2C en anglais. Et on a commencé il y a 2 ans, en mai 2020, avec l'Allemagne, donc aussi Hive, une boîte allemande à la base. On s'est vraiment intéressé à contrôler l'entrepôt et à comprendre l'entrepôt, les flux logistiques, le mouvement de personnel même dans un entrepôt, où est-ce qu'on place un produit, etc. Et ensuite, on s'est intéressé un petit peu à ce qui va être comment le rendre beaucoup plus abordable et le démocratiser pour les e-commerçants, les fondateurs de marques, etc. Au même point que Shopify a rendu la création d'une boutique extrêmement simple, il fallait, en tout cas à nos yeux, qu'il y ait une solution logistique qui soit extrêmement facile à comprendre et à utiliser, et surtout pouvoir tirer un maximum de bénéfices de toutes les informations qui sortent de ça. On a commencé en Allemagne il y a 2 ans, et moi j'ai rejoint il y a exactement 1 an dans 1 mois pour lancer le marché français. Donc après 1 année et demie de bonnes opérations en Allemagne, et devenir un peu leader sur le segment D2C et spécifiquement sur certaines verticales. On s'est lancé dans une expansion, commencé par la France, et du coup c'est là où j'entre en jeu, et on s'est lancé sur la partie France, et depuis on a ouvert également l'Italie et l'Espagne, et on a des projets d'ouvrir l'Angleterre d'ici début 2023. On en a parlé un petit peu nous en off il y a quelques temps quand on a commencé à échanger au sujet de cet épisode, et tu m'expliquais un peu que quand tu avais rejoint Hive, donc à l'époque c'était juste avant votre levée de fonds, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Exactement. Tu t'es retrouvé avec post-levée de fonds la mission d'ouvrir la France, puisque en fait vous n'étiez pas du tout implanté en France, et donc toi t'arrives avec cette mission-là, et donc avec tout à construire, recruter une équipe, trouver des locaux, chercher les premiers clients. Exactement. Il y a même plus que ça, parce qu'il y a toutes les petites surprises du quotidien. Il y avait déjà eu une levée de fonds de pré-seed pour notamment mettre en place le premier entrepôt. C'est quand même une industrie qui demande pas mal de capitaux, et il fallait vraiment prouver le product market fit en Allemagne avec aussi un certain volume ou une certaine taille qu'on a réussi à valider là-bas. Moi, j'ai rejoint juste avant la deuxième levée de fonds, enfin vraiment la série A, qui nous a propulsé sur la partie regarder autour de nous en Europe, et avec l'objectif de devenir le numéro 1 en Europe et l'acteur principal de tout ce qui va être logistique D2C en Europe. On a été 3 personnes plus ou moins recrutées au même moment, avec l'objectif clairement de lancer le pays, et c'était un petit peu la mission, ce qui arrive peut-être souvent dans les startups où feuille blanche, bon courage,
Et il faut faire plein de choses. On a la chance d'avoir un produit qui fonctionne dans un pays. On a une validation quelque part. On a beaucoup de fonds. Soyons créatifs et faisons fonctionner la même chose dans un nouveau pays. Vous devez avoir un esprit entrepreneurial parce qu'il faudra plus ou moins tout faire. Et autant nous, on connaît bien notre marché, on sait qu'il y aura des surprises. Et il y a des choses qui sont très facilement réplicables, d'autres un peu moins. Et clairement, les premières choses, c'est juste de comprendre le marché. Donc il y a un premier objectif tout simple d'intelligence où on doit parler avec des gens localement, comprendre un peu ce qui se passe. Nous, on a d'abord été en Allemagne 2 semaines, comprendre déjà ce que Hive faisait, qu'est-ce que la logistique e-commerce, parce que, comme tu l'as mentionné, c'est pas forcément le sujet sur lequel on va lire des livres dans notre temps libre. Et du coup, on a fait 2 semaines à bien comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, rencontrer aussi toute l'équipe. Et après, on s'est auto-envoyé en France avec l'idée de, faut parler à un maximum de monde, que ce soit des clients potentiels, des partenaires, des agences Shopify, des acteurs du e-commerce, des étudiants, parce que les 3 objectifs principaux, c'est il faut attirer des clients, faut trouver une forme de crédibilité ou faire savoir qu'on existe. Et le dernier, c'est attirer des talents, parce que à 2, à 2, 3, on peut essayer de faire beaucoup de choses, mais c'est plus facile quand on est un peu plus, et quand on a les bonnes personnes surtout, pour faire avancer le marché. Et clairement, le premier enjeu, c'est donc une fois qu'on a compris un peu le marché, le premier enjeu, c'est se faire connaître, juste être sur la carte quelque part pour nos clients potentiels. Là, j'ai un peu passé en accéléré tout ce qui était admin. Faut trouver un bureau, faut être sûr qu'on a des contrats pour le marché français, faut trouver un entrepôt dans notre cas, et ce qui était assez spécifique à notre business. Donc il fallait un entrepôt qui ait une taille cohérente, qui ait des infrastructures cohérentes, il fallait que ce soit au bon endroit pour qu'on puisse également attirer des talents. Et tout ça, ça s'est fait vraiment en accéléré. C'est vraiment cette mentalité un peu entrepreneur. On est les 3 relativement entrepreneurs. Moi avant j'ai une expérience d'entrepreneuriat aussi. Il fallait avoir un peu ce côté, en fait, on nous donne la chance de faire de l'entrepreneuriat avec toute la sécurité d'un business qui roule. Et ça, c'était super excitant. C'est super excitant encore aujourd'hui parce qu'il y a encore plein de choses à faire et plein de choses à mettre en place. Mais ça revient aussi faut savoir prioriser, faut savoir mettre en place un vrai plan d'action et s'y tenir. Il y a des objectifs, il y a la pression d'investisseurs aussi, qu'on a fait ça suite à une levée de fonds également, et qu'il y avait aussi une timeline à respecter parce qu'on avait une vraie envie de montrer qu'on pouvait valider un pays pour pouvoir lancer les autres ensuite. Juste pour qu'on remette les choses un peu dans la chronologie, mais donc toi, ça fera 1 an dans 1 mois, donc ça fait 11 mois que tu es chez Hive. La France, c'était votre premier pays, le premier pays que vous avez ouvert après l'Allemagne. Et donc depuis, vous avez aussi ouvert l'Espagne et l'Italie, c'est ça? Effectivement, pour suivre la chronologie, donc rejoint en novembre. On a lancé le marché français en janvier, officiellement avec des opérations. Donc premier colis envoyé en janvier. Bien arrivé d'ailleurs, dans les bonnes mains, avec notre premier client qui nous a rejoint déjà dès novembre. Donc on avait une très forte traction dès le début, donc c'était très positif sur l'arrivée, et après il fallait bâtir autour de ça, donc autour de ce premier client pour la crédibilité. Avec ça, en mai, on a lancé l'Italie. Pareil, mai c'est le lancement officiel, donc l'ouverture des entrepôts, envoi du premier colis. Et l'Espagne, on a fait ça il y a 2 semaines. Donc on a ouvert l'Espagne il y a 2 semaines avec pareil premier colis envoyé. Donc voilà, c'est dans la continuité. Avec à chaque fois, on apprend de l'expérience d'avant. Et à chaque fois, les équipes nous ont rejoint un peu plus tôt pour justement attaquer le marché un peu différemment, prendre en compte les retours. Et voilà, on continue avec l'idée de pouvoir continuer à faire d'autres pays. Aussi parce qu'un de nos objectifs, c'est d'accompagner des marques sur toute l'Europe. Et du coup, c'est une de nos grosses plus-values. Donc il faut continuer à grandir géographiquement. Tu parlais tout à l'heure effectivement de la triple problématique, il faut trouver des talents, des clients et piloter tes opérations avec tout ce que ça implique d'un point de vue admin et logistique. Sur la partie client, c'est ce qui va m'intéresser un petit peu là. Parce que du coup, tu arrives, globalement, t'es une boîte que personne connaît, t'es pas du tout implanté en France, et il faut que t'ailles signer tes premiers clients. Donc en plus, tu disais que vous avez eu une forte traction, puisque donc recruté en novembre, t'arrives en novembre pour ouvrir la France, et en fait, dès novembre, vous avez déjà vous signez vos premiers clients. Je comprends assez bien quel pain point vous adressez. Clairement, la logistique, on le sait, c'est un vrai sujet, avec les coûts qui sont associés, avec tout ce qui va avec. Donc évidemment, c'est intéressant. C'est une problématique que rencontrent les e-commerçants. J'ai un peu plus de mal à comprendre, c'est comment, dans un premier temps, t'adresses ta proposition de valeur. Qu'est-ce qui fait que t'es différent? Et comment t'arrives à inspirer la confiance dans la mesure où le problème que je vois assez vite, c'est que c'est pas changer de fournisseur de boîte mail, quoi. Il faut déplacer physiquement de la marchandise. Ça implique forcément des coûts, des ressources humaines. Il y a quand même un process derrière qui est pas hyper simple. Et donc, t'as besoin d'un capital confiance qui soit suffisamment gros pour que ton client il accepte de sauter le pas.
C'est quoi la formule magique? Enfin, c'est quoi la recette? Qu'est-ce que tu appliques à ce moment-là pour convaincre? Clairement, la confiance, c'est le nerf de la guerre pour les logisticiens, pour peut-être la plupart des prestataires de manière générale, mais la logistique encore plus que tout, ils nous donnent leur bébé qui est leur stock. On est le presque seul point de contact physique avec leur client final. Si ça se passe pas bien, le client, les chances qu'il les recommande sont peu élevées, alors que si ça se passe bien, c'est un client fidèle qui va peut-être revenir encore. Et je vais prendre l'exemple de nos premiers clients parce que c'est un peu différent des clients avec qui on discute aujourd'hui. Au début, la vraie proposition de valeur, c'est pas vraiment celle qu'on pense, que nous, en tout cas, on avait imaginé, qui est aujourd'hui en France par rapport à nos compétiteurs, typiquement le fait qu'on contrôle nos entrepôts, le fait qu'on soit capable d'être extrêmement agile en interne sur mettre en place des processus personnalisés. Donc le fait qu'on contrôle nos entrepôts permet de complètement changer des processus, on dépend pas d'un prestataire externe encore une fois, et on n'est pas juste une plateforme entre deux qui doit rajouter un élément de communication en plus. On peut vraiment modeler un peu notre façon de travailler par rapport aux marques avec qui on va travailler. Mais quand on a commencé, tout simplement, on a été la solution à une frustration. Les 3-4 premières marques qu'on a signées étaient frustrées ou déçues des prestataires avec qui elles ont pu travailler par le passé. Et ça va paraître simpliste, mais le fait qu'on soit allemand et qu'on ait une preuve de fonctionnalité en Allemagne avec des relativement grosses marques leur a donné tout de suite un sentiment de confiance. C'est peut-être un biais inconscient et ça a joué en notre faveur évidemment. Et ils étaient prêts à tester. Et on parle pas de tout petits clients pour le coup, c'est assez, ça demande, comme tu l'as dit, quand même un gros effort. Mais c'est des gens qui ont été tellement déçus, qui ont tellement eu des mauvaises expériences par le passé, chez des compétiteurs qu'on appelle néo-logisticiens ou plus traditionnels, et ils avaient juste envie de tester autre chose et ils étaient prêts à le faire. Et en fait, il y a aussi ce sentiment où on leur a fait transmettre ça. Ce sera nos premiers clients. S'il faut livrer ton colis moi-même, je dois louer une voiture pour aller chercher ton colis et l'amener chez ta cliente, je vais le faire parce que tu es mon gage de crédibilité sur le plus long terme. Si mes premiers clients sont des ambassadeurs et parlent de moi en positif, la première étape de crédibilité, elle est passée. Ces deux choses combinées ont fait que on a attiré nos premières personnes et elles ont attiré très rapidement autour d'elles des marques qui étaient intéressantes pour nous, qui nous ont permis de bâtir un minimum un portfolio et avec ça communiquer. Et on est encore loin d'être parfait, mais communiquer, réussir à se créer une image, une identité. Et après il y a tout ce qui va avec, réussir à montrer qu'on est un employeur attractif. Ça donne aussi confiance, qu'on arrive à attirer des bons talents, être capable de comprendre ce que j'appelle les saveurs locales. J'aime bien dire ça parce qu'il y a toujours un peu des subtilités qui sont, une marque française va aborder une problématique peut-être complètement différemment qu'une marque allemande, ou va avoir envie d'une caractéristique de l'application qui sera pas forcément une priorité dans un autre pays. Et montrer qu'on comprend ça et que nous-mêmes, on comprend un peu les problématiques e-commerce, qu'on sait bâtir des relations avec des gens autour d'eux pour créer de la valeur ajoutée. Un exemple fort, c'est tout bête, si aujourd'hui j'avais une problématique avec un client qui veut mettre en place quelque chose sur Shopify, lui montrer que j'ai une ressource et que Yann, il va pouvoir t'aider sûrement, enfin j'espère. Il a une agence Shopify, il sait faire, je lui ai parlé plusieurs fois, je lui fais confiance, et que toi après tu délivres le travail, ça montre encore une fois que tu as la crédibilité. Et en fait ça se bâtit au fur et à mesure, ça prend du temps. On peut dire tout ce qu'on veut. Les différences entre logisticiens sont relativement faibles. Ce que cherche une marque, c'est l'efficacité pour un bon prix, et surtout elle veut un accompagnement, elle veut être entourée de gens qui comprennent son business, et c'est là-dessus qu'on travaille le plus. Tu parlais tout à l'heure des néo-logisticiens, et je pense que, si je le comprends bien, je suis pas forcément très très au fait des termes, mais je suppose que tu fais la distinction entre l'ancien monde et un monde plus digital, plus start-up et plus agile certainement. Mais c'est vrai que sur les logisticiens plus traditionnels, nous on en voit énormément de par les clients qu'on accompagne, et force est de constater qu'il y a quand même des différences assez énormes dans le traitement de l'information et dans l'échange et la communication. Combien de fois on se retrouve encore à intégrer, t'envoies des fichiers Excel par tâche planifiée, par email et tout, et tu te dis mais 30 ans de retard quoi. Là on a eu l'exemple avec un client récemment, pour qui on reparlera des retours un peu plus tard, mais pour qui on a implémenté une plateforme de génération d'attendus de retour. Donc un truc quand même qui est somme toute assez standard. Tu es client d'une marque e-com, tu te connectes en ligne, tu dis je veux retourner mon produit, voilà, on t'imprime l'étiquette de retour, tu la colles, tu lui renvoies ton produit, et voilà. Et donc globalement, nous on a implémenté toute cette brique-là, donc la génération de l'étiquette, la redescente jusqu'au logisticien, etc.
On a mis à peu près 15 jours pour implémenter le tout, entre la définition du cahier des charges, l'implément technique, la recette, etc. 15 jours, 3 semaines. Il a fallu presque 2 mois au logisticien pour implémenter simplement l'affichage, enfin l'impression sur son étiquette à lui de l'URL sur laquelle il fallait retourner, enfin sur laquelle il fallait aller pour émettre un retour, quoi. Et là, tu te rends compte qu'il y a un delta entre deux mondes, entre un monde e-commerce qui veut aller très vite, qui a besoin de réactivité, qui a besoin de souplesse et de beaucoup d'évolution en permanence, et un monde beaucoup plus ancien, beaucoup plus à la traîne peut-être, qui du coup a du mal de bouger ses habitudes et qui a des process encore très rigides avec des choses qui sont pas du tout souples et adaptables. Et ça, je pense que quand même, il y a une carte à jouer assez forte sur la logistique moderne. Voilà, moi je compte plus les clients typiquement qui sont incapables d'avoir une image de stock fiable à un instant T. Le nombre de clients qui aujourd'hui te disent ouais, voilà, combien j'ai de pièces vraiment en stock, bah t'as possiblement des décalages qui vont de plusieurs heures à plusieurs jours, avec potentiellement des déphasages de stock, à des choses qui sont terribles, parce que quand ta ressource la plus précieuse c'est ton stock, que c'est là-dessus que tu bâtis à la fois tes flux financiers, ta trésorerie, enfin quand tout ça repose quand même sur combien de pièces t'as finalement disponibles à la vente, c'est hallucinant de pas avoir une image nette et précise à tout instant de ce que ça donne, quoi. L'avantage de la technologie aujourd'hui, on a largement la capacité de développer des logiciels qui peuvent avoir les informations en temps réel. On les récupère aussi en temps réel de tout ce qui est tous les autres outils qui existent autour maintenant. Et c'est une des grandes forces de contrôler aussi bien le WMS, donc toute la partie entrepôt opérationnel, qui permet de avoir les chiffres à jour sur son inventaire pour qu'il remonte correctement dans Shopify, et aussi les dates, typiquement date de péremption, date limite de consommation, et de remonter ça dans une plateforme qui est aussi visible pour le e-commerçant. Donc lui peut avoir aussi sa vision là-dessus sur des datas très basiques de temps de livraison moyen, pays sur lequel il livre le plus, transporteur qui utilise le plus, transporteur qui envoie le plus, enfin qui crée le plus de réclamations, et d'avoir un cockpit d'informations qui lui permet de, en fait, plus avoir besoin de plonger tous les jours dans des fichiers Excel, comme tu l'as mentionné, et de juste avoir une vision sur un dashboard, idéalement, de ses opérations, et que la marque puisse vraiment se concentrer sur la partie acquisition, développement de marque, développement de produits, mise en place de nouveaux outils, peut-être d'acquisition ou de rétention sur son e-commerce. C'est un grand différenciateur des néos, du coup, logisticiens versus les plus traditionnels, qui eux les plus traditionnels vont avoir, si on regarde vraiment purement la compétition, il y a un peu 3 catégories aujourd'hui. Ce qu'on appelle le full stack model, c'est aujourd'hui Hive est un full stack model, donc on a aussi bien un contrôle de l'entrepôt que des logiciels qui impactent le traitement des commandes, voire plus, en l'occurrence fret, etc., packaging. Il y a ceux qui sont un peu des middlemen, donc qui vont avoir juste la partie technologique, qui créent des logiciels, qui vont interagir avec des anciens logiciels de logisticiens traditionnels, et justement là il peut y avoir des grands problèmes d'échange d'informations, parce que c'est pas tous les jours qu'un ERP avec un WMS se parle de manière cohérente. Je te vois froncer les sourcils. On voit un peu la problématique. Et finalement, il y a les logiciels très traditionnels qui sont en fait aussi le support des intermédiaires, mais les logiciels traditionnels qui sont très forts dans tout ce qui va être performance logistique, et qui ont des avantages relationnels qui existent depuis 40, 50 ans, qui ont une crédibilité presque intouchable. Et là, on pense à des très grands groupes, Bolloré, Figure en Allemagne, etc., qui vont pas avoir cette partie technologique, en tout cas cette simplicité d'utilisation, qui est justement un frein pour des marques très modernes qui, comme tu l'as mentionné, veulent aller vite, veulent avoir un maximum d'informations, sont habitués aussi à avoir tout très rapidement en quelques clics visibles, et qui veulent avoir surtout des outils qui sont cohérents avec ce qu'ils veulent faire en tant que marque. Et c'est là où justement l'idée un peu de Hive au départ, de repenser la logistique pour ces marques. Aujourd'hui, ces marques, elles ont des vraies problématiques d'expérience client. C'est un des très très gros, c'est le plus gros sujet. Et d'acheter un produit qui est finalement pas en stock, où on vous dit seulement après qu'il sera pas disponible, ou sur les retours, qu'on soit incapable en tant que client final de générer soi-même un bon de retour, qu'on puisse l'avoir à la maison facilement, qu'on doit passer par un support client. Ça, c'est des choses qui, justement, sont là. On est là pour bousculer un peu les choses et que ça simplifie la vie aussi du client final. Enfin, derrière tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, il y a quand même une idée selon laquelle les process sont à simplifier et sont à rendre le plus lisse possible pour les e-commerçants.
Tu parlais tout à l'heure justement de se concentrer sur le développement produit et sur le marketing, enfin sur la vente, finalement ce qui fait le cœur d'une activité e-commerce. Quand j'imagine un peu à quoi ça ressemble un process logistique, si je le découpe un peu en sous-système, je vois déjà deux grandes briques qui sont, la première c'est l'entrepôt. Vraiment le stocker mon produit. Tu parlais tout à l'heure de date de péremption, etc., qui peut être selon les business plus ou moins compliqué à piloter. Et après, il y a toute une partie packaging et expédition, qu'on pourrait encore séparer, à mon avis, en deux. Comment ça s'articule tout ça chez Hive? Comment vous gérez tout ça? Du coup, ton produit est fabriqué quelque part, point A. Il y a une première problématique qui est le transport de ce point A à ton entrepôt. Par exemple, en tant que client chez Hive, tu peux faire des cotations sur une plateforme directement, où tu peux dire, voilà, j'aimerais envoyer mes produits qui sont fabriqués à Lyon, et je veux qu'ils aillent dans votre entrepôt. Voilà, c'est 2 palettes, ça pèse X. Généralement, c'est des informations qui sont données par votre fournisseur. Il les met dans la plateforme, et il choisit son transport, on a les cotations, il prend pas. Ça, c'est une première partie qui est aujourd'hui uniquement interaction avec le logiciel. Ensuite, il y a la partie entrepôt, donc stockage et préparation de commandes. Aujourd'hui, en France, on a un seul entrepôt à Paris, pour plusieurs raisons, mais principalement pour aussi du pouvoir de négociation avec les transporteurs. C'est important dans les tarifs compétitifs, et malgré tout, aujourd'hui en France, la plus grosse partie des commandes vont dans région parisienne plus, mais du coup c'est aussi cohérent par rapport à ça, et aussi pour l'arrivée de produits internationaux. On est à 15 minutes de l'aéroport de Roissy par exemple, et aussi sur des voies de mouvement de fret, donc des camions qui viennent de Pologne, Allemagne, Belgique, Pays-Bas. Paris reste un endroit stratégique. En Allemagne, on en a par exemple 2 autour de Berlin, un à Hanovre. Et en Espagne, Italie, aujourd'hui, on s'est aussi positionné sur un seul, central, qui nous permet d'avoir un peu plus de pouvoir de négociation sur certains sujets. Une fois que le produit arrive dans notre entrepôt, il y a tout ce qui va être inbound. Donc là, ça va être contrôle qualité, inventaire, vérification que c'est bien arrivé en bon état, qu'on a bien les bonnes quantités et que c'est bien les bons produits. Une fois que ça c'est fait, c'est remis en stock. Donc là, on a différents types d'espaces de stockage selon le volume des produits, selon la complexité des produits, selon la fragilité des produits. Une fois que ça c'est fait, donc après, il y a la partie technologique qui rentre en jeu. Donc ces stocks sont remis à jour dans notre logiciel qui gère l'entrepôt, le WMS. Cette information remonte dans le Shopify. Donc Yann, tu passes commande sur la marque. En temps réel, elle tombe chez nous, et on va préparer la commande. Donc on va aller scanner les produits. Pour qu'elle retombe en temps réel chez vous, ça veut dire que vous avez un connecteur, une app Shopify ou quelque chose comme ça qui... On a une app Shopify, Bridge, WooCommerce, PrestaShop, etc. D'ailleurs Amazon également, on se déploie sur pas mal de plateformes, Shopify étant la plus accessible, disons, de manière générale. Et du coup l'information tombe. Pareil, le logiciel de l'entrepôt, de l'WMS, donne l'information à la personne qui prépare la commande. Donc c'est de la préparation manuelle, donc c'est un humain qui prépare votre commande. C'est ce qui permet aussi d'être un peu plus flexible. Il y a des logisticiens qui vont choisir d'avoir des entrepôts automatisés, mais ça force des processus, ça force la standardisation, et donc ça peut être limitant pour, je sais pas, si vous avez un produit qui doit être traité avec une certaine attention. Il reçoit l'information d'où il doit aller chercher le produit, il va scanner le produit, c'est un processus de sécurité pour valider qu'on prend bien les bons produits au bon endroit, et les bonnes quantités également. Il les amène à une table de préparation de commande, de packing, où là on va les mettre dans un carton. Là, le carton, ou l'emballage externe, donc on a une offre de packaging standard, carton brun, simple, papier recyclé, avec des offres écologiques également. Par exemple, on a une offre ePli, qui sont des emballages réutilisables. Comme on peut aussi vous accompagner sur la création de packaging personnalisé, aussi créatif soit-il. Pareil, plus-value d'être flexible, c'est qu'on est capable d'absorber cette complexité-là. Et on vous accompagne aussi sur parfois les idées à avoir par rapport à votre produit. Donc comme on commence à avoir une expérience, une expertise aussi d'avoir vu entre nos clients allemands, maintenant italiens également, français, espagnols, on peut voir un petit peu ce qui se fait dans chaque pays et accompagner le client sur dire ce produit-là, nous on a vu que si vous réduisez le packaging de 2 cm, vous pouvez passer en lettres suivies et vous pourrez payer 2 € de moins. Est-ce que ça vous intéresse ? Oui, non. Ou on a ce client-là sur le unboxing, il y a toujours des vidéos à Instagram. Est-ce que ça vous intéresse de tester pendant 1 mois ? On peut vous mettre à disposition ce tel ou tel produit. Une fois que la commande est mise dans un carton, on pèse le produit, l'emballage final, le produit qui va être livré. Et de là, on sort une étiquette d'envoi. Généralement, la marque a choisi le transporteur avec qui elle veut travailler. On a une gamme assez large de transporteurs, aussi bien point relais que domicile. La marque va dire, moi j'aimerais une solution plutôt premium. Donc, par exemple, en Allemagne, DHL, c'est plutôt premium. En France, on va avoir Colissimo. On va avoir des offres comme Colis Privé qui sont un peu plus budget. Et on va avoir l'offre point relais. Soit par rapport à la destination, ils veulent constamment travailler avec un même prestataire. Exemple assez simple, les dom-toms, c'est un marché intéressant pour beaucoup de marques françaises et beaucoup de marques s'appuient
préfèrent s'appuyer sur Colissimo que n'importe quel autre transporteur, et du coup on met comme règle qu'ils veulent uniquement avoir Colissimo. Donc le bon d'envoi, l'étiquette d'envoi sortira forcément en Colissimo avec les détails de la personne. À la fin de la journée, c'est donné au transporteur. Donc là aussi on gère les contrats avec les transporteurs. Donc on négocie les contrats, on gère les contrats et on va aussi gérer les réclamations si jamais il y a des problématiques. Colis non livrés, produits manquants. Produits manquants, on vérifie évidemment si c'est une faute de l'entrepôt avant. Produits manquants, dégâts, retour passif. Donc le retour passif, c'est le transporteur qui ramène un envoi qu'il a jamais réussi à livrer. Idéalement, ça s'arrête à l'envoi, la partie opérationnelle. Après, il y a une partie technologique qui reprend le dessus, donc l'interaction qui a existé d'ailleurs tout au long de la préparation de la commande avec le client final. Donc envoi d'email, votre commande est en préparation, votre commande a été packée, a été piquée, votre commande a été envoyée avec le code de suivi. Et vous pouvez là, en tant que marque, personnaliser les emails, mettre votre Instagram, des petits logos, plus d'informations, du upsell, et donc continuer à interagir et garder le client dans votre univers. Une fois qu'il reçoit sa commande, pareil, si jamais il a envie de faire un retour, à travers cet outil d'interaction avec le client final, il peut créer des retours, et par exemple faire aussi des retours partiels. Donc je sais pas, je reçois une gourde et une poudre de protéines, mais je veux juste renvoyer la gourde parce que la gourde me convient pas. C'est possible, et du coup on peut générer un bon par rapport au poids du produit, et donc vous avez plus qu'à l'amener à la poste et il sera renvoyé chez nous. Malheureusement ça arrive de jeter. Donation, ça nous arrive aussi de faire des dons à des institutions. Remise en stock, revente, renvoi de produits, renvoi à un autre fournisseur. Donc ça arrive qu'il y a des fournisseurs qui récupèrent des produits si jamais il y a je prends l'exemple des batteries, ça arrive qu'il y ait besoin de valider si une batterie a eu un défaut, etc. Ça nous arrive de les renvoyer directement au fournisseur. Et voilà, je crois que ça ferme plus ou moins tout le cycle. Et après, évidemment, en tant que marque, je peux aller voir sur ce qui s'appelle la Hive App chez nous. Donc, je peux aller voir l'historique de mes commandes, est-ce qu'elles sont bien arrivées, qu'est-ce qu'il y avait dedans, quel type de commande cette personne a fait, quand j'envoie avec Colissimo, quelle performance j'ai, combien je dépense en moyenne sur ce type d'envoi, et d'avoir une vision vraiment complète de toute la chaîne de valeur du coup, combien j'ai de packaging en stock, quel nombre de produits arrivent de mon fournisseur actuellement vers l'entrepôt, combien de produits sont dans l'entrepôt, combien sont déjà réservés dans des commandes, combien de commandes ont été traitées aujourd'hui, combien sont actuellement en livraison, combien j'ai de réclamations en cours, et combien j'ai de retours aussi. Donc tu as vraiment une vision globale du tout, et tu peux aussi interagir avec nous si jamais il y a aussi des services additionnels par exemple que tu veux mettre en place. Financement d'inventaire, assurance d'inventaire, c'est aussi ce genre de problématiques. T'as envie de parler avec une agence marketing, t'as des problématiques Shopify, etc. Vraiment, le but, c'est d'englober tout le parcours du produit physique à travers sa vie. J'interromps cet échange 2 petites secondes pour te rappeler que si ce contenu te plaît, tu peux penser à t'abonner si tu regardes cette vidéo sur YouTube ou à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important, ça nous aide à faire connaître le podcast et à recevoir des invités toujours plus intéressants. Alors merci à toi de prendre le temps. Allez, je te laisse avec la suite. Ce que je trouve assez intéressant dans la façon dont tu approches tout ça, c'est de voir à quel point vous avez ajouté à la fois de l'expérience utilisateur dans chacun des process, que ce soit côté client final ou côté marque, et à quel point vous avez finalement fait en sorte de transformer tous des process qui sont habituellement pénibles et compliqués en une espèce d'énorme boîte noire de laquelle juste on rentre une problématique et on sort une solution. Comment est-ce que tes opérateurs qui sont là en préparation de commande, ils sont capables d'avoir toutes les infos en permanence, d'avoir aussi les bonnes matières au bon moment, avec les bons packaging, et de le faire de manière efficace, parce que l'enjeu évidemment de la logistique, c'est aussi un enjeu d'efficacité. C'est l'énorme avantage de contrôler ces entrepôts et d'écouter les clients également. Et on a en fait appris avec eux à quoi ça ressemble opérationnellement. Donc physiquement, comment est-ce que ça fonctionne, comme tu as dit, d'ajouter de la complexité, combien de temps ça nous prend, à quel point ça impacte aussi les coûts. Il faut rester cohérent et en tant que boîte, faut aussi être rentable et montrer que financièrement on est sain. On a appris tout ça et on a digitalisé ensuite beaucoup de choses pour justement être capable de prendre ça en compte. Tu as pris l'exemple des cartes, des flyers. On a mis en place tout un système. En fait, le produit s'ajoute à la commande selon des règles qui sont mises en amont, qui est aujourd'hui sûrement peut-être des fonctionnalités qu'on peut faire déjà dans des Shopify, mais que pas forcément tout le monde est à l'aise avec ça. Donc on a créé ça dans notre système également. Et en fait, on l'a mis nous-mêmes en place pour nos clients qui veulent le faire. Pareil pour les règles de packaging. Et après, les règles de packaging, elles sont tout le temps accessibles pour les packers. Donc en fait, sur leurs écrans, elles ont la commande qu'ils ou elles sont en train de préparer, et ils peuvent aller voir les règles de préparation de commande. Dans ces règles de préparation de commande, il y a aussi comment la station est censée être mise en place. En fait, une station de préparation, généralement, elle mélange pas tous les clients. Donc en fait, on prépare la station
pour un client. Donc on a le flyer vert, orange, bleu, et pendant X temps, on va préparer que des commandes de cette marque qui a besoin de ça, pour aussi, ça va dans l'idée d'efficacité, donc on est capable d'enchaîner un peu plus. Et donc quand on prépare les commandes aussi, on fait par marque, ce qui est une grande différence par exemple avec un Amazon, qui est une marketplace où on mélange toutes les marques, ce qui fait que par exemple sur des périodes de pic, de manière très intéressante, on peut sortir plus de colis par heure, ratio personne colis par heure, qu'un Amazon, parce qu'en fait on se concentre sur une seule allée. Par exemple, on prend une marque, ses produits sont dans une allée, en fait les personnes qui préparent les commandes, elles ont que besoin de faire ce chemin-là. Il n'y a pas de déplacement dans tout l'entrepôt, parce qu'en fait l'entrepôt, ou on prend l'exemple d'Amazon parce que on a le droit de dire un peu de choses négatives sur Amazon, mais eux ils réfléchissent en Yann, quelles sont les chances que tu achètes ce produit-là plus ce produit-là qui n'est pas de la même marque. Et donc les produits sont un peu mélangés partout, donc très très efficace dans un temps normal, mais quand beaucoup de gens achètent le même produit au même moment, beaucoup moins efficace. Et c'est là où d'avoir un vrai processus d'approche personnalisé, on apprend constamment, on n'est pas parfait non plus, mais d'avoir justement ces stations qui sont préparées, d'avoir aussi des gens la personne qui s'occupe de l'entrepôt, qui prend ça en compte en amont, de dire ok, aujourd'hui on va avoir telle commande, et c'est l'avantage d'avoir de la donnée, telle commande de telle marque là, parce qu'on a besoin de sortir X centaines de colis par heure, donc on a besoin de 3 stations sur cette marque-là, donc il faut les préparer de telle manière. On a besoin de 2 stations sur cette marque-là, une station sur cette marque-là, une station sur cette marque-là. Et ensuite, on a peut-être des plus petites marques qui vont avoir une rotation dans la journée. Donc de 8h à 9h, on va faire cette marque-là. De 9h à 12h, on va faire cette marque-là. Voilà, généralement, les petites marques passent un peu plus en fin de journée sur des stations qui sont généralement plus simples à gérer. Mais c'est généralement aussi des marques pour qui la personnalisation est extrêmement importante, parce que c'est leur outil de fidélisation et d'expérience client plus. Et aussi d'ambassadeurs. Généralement, les gens font des vidéos, sont liés à la marque, ont un lien émotionnel à la marque et à l'expérience d'unboxing. T'as mentionné le tote bag, les petits plus comme ça qui vont faire que les gens vont revenir. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pour répondre à ta question, donc 1, c'est un mélange d'opérationnel et de technologie. 2, on est constamment en apprentissage, mais il y a une vraie stratégie aussi pour que ça reste opérationnellement intéressant, donc efficace. Et puis 3, la raison pour laquelle on est prêt à faire ça, c'est qu'on veut vraiment être la base pour supporter toute la croissance des marques. On ne doit pas être un frein à la croissance, on doit pouvoir réfléchir à le mettre en place. Sinon, on n'est pas un logisticien pour les marques D2C de demain. Tu parlais tout à l'heure des stations de préparation. Tout ça, c'est piloté à la main ou c'est complètement automatisé et tout est calculé de manière automatique? C'est une décision d'un humain basée sur de la data. Il sait aussi quelle personne dans l'entrepôt est capable de sortir tel nombre de commandes de telle marque par heure. Et du coup, par rapport à ça et par rapport aux commandes qu'il a le matin, il ouvre son ordinateur, son dashboard. Il a, aujourd'hui, il y a 2400 commandes qui sont tombées de cette marque-là. En moyenne, on sort avec, donner quelques prénoms, mais avec Dylan, sur cette station-là, on sort 240 colis par heure parce que c'est une machine de guerre. Du coup, on va mettre 3 stations et on va mettre Dylan, et je vais monitorer les 2 premières heures. S'il est bien dans les chiffres, entre 150 et 200, il va sortir assez de colis pour qu'on puisse rester sur 6 heures sur cette station-là. Voilà. Mais ça, c'est une décision aujourd'hui qui est humaine. Nos directeurs de site sont tous des anciens d'Amazon, donc ils ont l'expertise de sortir beaucoup de colis. Et voilà. Mais on utilise la data quand même, l'information. On traque beaucoup de choses parce que c'est ce qui nous permet de prendre les bonnes décisions. Voilà. Non, mais c'est hyper intéressant. De comprendre comment justement t'arrives à orienter ta décision en fonction d'éléments qui sont en plus pas forcément dans tes mains. Enfin, je veux dire, toi tu collectes la data, mais tu ne peux agir qu'en réaction a priori. Enfin, je sais pas. Alors oui, si ça peut être intéressant quand même. Elles vous préviennent en général? On proactivement cherche à savoir. Donc je prends l'exemple préparation à un Black Friday qui arrive bientôt. Ça, clairement, des semaines à l'avance, on commence à discuter avec eux en termes de connaître leur ad spend, qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils ont des campagnes spécifiques. Pareil, s'il y a des campagnes, on a des canaux de communication assez fluides avec on appelle ça nos marchands en interne, les marques, et elles généralement nous préviennent, je vais faire un moins 30% pendant ce week-end, préparez-vous, ou on fait une campagne avec un rappeur connu. En tout cas, nous, dans notre tête, on va exploser, soyez prêts, genre mettez en place les choses. Après, c'est quand même un peu de la réaction parce que tout ça c'est bien beau, mais on sait jamais exactement à quel point ça va avoir de l'impact ou pas. Et donc on peut que voir les chiffres après, mais généralement on a une communication assez proactive là-dessus, parce que c'est aussi dans leur intérêt qu'on soit prêt, parce qu'on veut pas avoir des retards dans les commandes, ou si par exemple on a une surprise, on a quelqu'un qui est malade et qu'on était juste en termes de nombre de personnes qui sont présentes à l'entrepôt, il faut qu'on ait un petit peu de marge de manœuvre pour ne jamais être surpris. Pareil dans l'autre sens, je prends l'exemple des pénuries de pétrole actuellement, ou en tout cas des grèves autour de ça. Il y a les transporteurs
Last Mile, Colissimo, Mondial Relais, La Poste, etc., nous ont communiqué des délais potentiels, des retards, un camion qui est bloqué quelque part, etc. Et donc nous, proactivement aussi dans l'autre sens, on va aussi faire en sorte que la marque puisse communiquer avec ses clients finaux, qui puissent aussi savoir. Donc ça va dans les deux sens aussi. Si jamais aussi nous, je dis n'importe quoi, mais s'il y avait un feu à l'entrepôt, c'est aussi dans nos mains de devoir avertir les marques. Comment t'assures finalement on sait que la livraison au bout de la chaîne est pas toujours très bien assurée. Comment t'optimises là-dessus quand t'es une marque e-commerce aujourd'hui? Plusieurs choses. Ça bouge malgré ce qu'on croit, ça bouge plus que ce que ça n'a l'air de bouger. Il y a récemment eu des petits mouvements, typiquement Colis Privé qui a été racheté par CMA ou Mondial Relais qui a refait un rebranding et qui est sous une entité qui s'appelle InPost, qui est une entreprise polonaise et qui sont en train d'essayer de bousculer un petit peu le marché et notamment la Poste surtout. Sur ta vraie question, du coup, le plus important pour nous, c'est d'être capable de guider la marque dans son choix et qu'il soit le plus cohérent par rapport à ce qu'elle veut offrir comme expérience client. Mais pour la marque, il faut déjà gérer leurs attentes, parce qu'en gros, si on choisit un transporteur qui est une offre plutôt premium, ou en tout cas de très bonne qualité, les attentes sont forcément plus élevées. Et derrière, nous, on doit aussi mettre ça en place, dans le sens où la communication qu'on va avoir avec ces transporteurs-là va être beaucoup plus intense, et on va aussi mettre beaucoup plus de pression. Et tu as mentionné pour la partie pricing, la capacité de jouer avec nos volumes. Ça va être pareil dans les conversations de réclamation. Après, toutes les réclamations ne sont pas simples à gérer. Et dans ce cadre-là, on a des compétiteurs qui ont fait des gros efforts, qui eux ont pris sur eux ce risque-là. Nous, on joue encore le point de communication. Et là, on est un client comme un autre, malheureusement, juste avec beaucoup plus de volume. C'est dépendant de notre capacité à négocier avec nos interlocuteurs. Et on a des gens dans l'équipe spécialisée qui ont comme seul job d'interagir avec les transporteurs d'un certain pays, qui gèrent les relations, qui vont également négocier les prix, etc. Faire en sorte que s'il y a des disruptions sur leur réseau, qu'on ait en amont les informations et que ce soit aussi bien au niveau des communications avec pour des commandes spécifiques, donc ça nous arrive de faire des commandes influenceurs, etc., que le day-to-day réclamation c'est un gros sujet en France, c'est pour ça que je le mentionne pas mal, qu'on soit capable au moins donner de la transparence à la marque sur ce qui se passe, parce qu'on contrôle pas cette partie-là. On la donne à un prestataire. Ils ont un énorme pouvoir de négociation, ces prestataires. C'est des acteurs traditionnels. Personne les a vraiment bousculés. Et impossible à bousculer presque. Le plus important, c'est de donner la transparence de, par exemple, voilà ce qui a été fait, ce qui a été communiqué, comment c'est communiqué. Voilà ce qu'on reçoit aussi comme retour. Et que vous puissiez suivre ça, vous aussi, entre guillemets, en temps réel. Et ça, c'est aussi une question de nous proactivement communiquer avec la marque. Dire, ça prend du temps, déjà, de gérer les attentes en amont. Mais on le fait. On va pousser, et là le plus important c'est aussi d'être sûr qu'on ait des vrais processus, donc de leur faire comprendre que s'ils nous donnent une photo plus une facture plus je ne sais pas quoi, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans le processus. Et en fait aujourd'hui dans la Hive App on leur donne cette visibilité là, donc ils peuvent voir également l'état de leur réclamation. C'est aujourd'hui le mieux qu'on puisse faire. Il y a une vision, mais on avait un compétiteur qui s'est un peu cassé les dents dessus, d'être capable de prendre en charge ce qu'on pense être des cas gagnants et du coup de très rapidement sur une réclamation remboursée par exemple, de prendre nous ce risque-là, cette assurance. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qui est plutôt à long terme chez nous. C'est la plus grosse équipe chez Hive, c'est une des plus grosses équipes, c'est celle qui va être une des plus importantes parce que elle drive le plus gros coût pour nos clients, mais aussi du coup les plus gros revenus pour nous, et donc absolument clé d'avoir des bonnes relations et aussi d'être proactif en montrant qu'il y a même sur les acteurs traditionnels on peut aller les bousculer. En Allemagne on a notamment lancé des offres vertes qui prennent de plus en plus de place, et pas hésiter à montrer on dépend pas que de vous, mais on est capable aussi nous de regarder des nouvelles solutions. Enfin en gros c'est aussi très important pour nous parce que tu as mentionné tout le travail en amont, du coup, et entre guillemets jeter à la poubelle si le colis est complètement détruit. Deux grands trucs. On va faire attention à apprendre de nos erreurs si on voit que certains transporteurs ont des comportements spécifiques avec des colis, et parfois peut-être le matériel qui est utilisé va pas être adapté aux transporteurs, et du coup être capable de conseiller sur la partie typiquement packaging dont on a parlé plus tôt. Et aussi je pense un exemple assez fort, tu as mentionné les petites marques. Pour tout le monde, en vrai, un colis peut être absolument primordial. Et on a le cas, ça nous arrive de temps en temps d'envoyer des influenceurs, ou pour une marque, ce colis doit arriver dans un temps spécifique, parce que sinon il n'est pas accepté. Et comme nous, on a choisi nos prestataires, on a choisi de travailler avec la Poste, c'est aussi quand la marque, elle regarde avec qui elle interagit avec Hive. Et donc, on a ce poids
parfois souvent l'avantage de pouvoir l'utiliser, mais aussi ce poids de devoir accepter les prestataires qu'on a choisis, et donc derrière de devoir quand même, enfin de vouloir aussi livrer un service optimal. Et on va encore aujourd'hui faire des grands efforts pour que l'expérience de nos clients soit absolument parfaite et que eux puissent derrière grandir, parce que plus ils grandissent, plus on grandit. Donc c'est un grand win-win dans cette perspective-là. Tu me fais une super transition pour le sujet qui clôturera ce podcast. On parlait d'un vrai sujet justement au cœur de la croissance des marques e-commerce, qui est l'internationalisation. Et donc, quand il faut se frotter aux contraintes de l'internationalisation avec la réglementation, les problématiques de TVA, les colis bloqués en douane, tous ces sujets-là, qui peuvent être juste un casse-tête terrible pour les marques. Comment vous aidez les marques qui voudraient aujourd'hui, si demain moi je veux me lancer pour le coup en Espagne et en Italie, parce que vous avez ouvert là-bas, comment je fais? Prenons 2 exemples. Une marque qui avait déjà anticipé et fait pas mal d'efforts, elle est au courant de ce qu'il faut faire, etc. Sur une marque qui a fait ce travail-là, l'exemple fort, c'est d'avoir déjà un numéro de TVA dans un second pays. On va beaucoup l'accompagner sur la partie opérationnelle. Donc, j'ai mentionné le fait qu'on était un partenaire pour un peu toutes les solutions, mais typiquement répartition des stocks, choix des transporteurs par rapport à, disons en Allemagne, ils ont choisi DHL, en France, l'équivalent serait un peu Colissimo, pour une expérience similaire, accompagnement sur les spécificités des marchés locaux. Donc, on va avoir en Italie quelque chose d'assez incroyable qui s'appelle Cash on Delivery, qui est le paiement par cash au moment où le colis arrive. Et donc, il faut aussi remonter l'argent quelque part. Ça va être un accompagnement très opérationnel sur des problématiques locales où on peut très rapidement, nous-mêmes déjà, Hive, être l'accompagnateur et la solution en fait à beaucoup de ces problématiques. Pareil, si on prend l'Espagne, il y a un gros sujet des îles. En fait, les transporteurs vont avoir des façons de calculer les prix différemment. Parfois même, certains transporteurs ne livrent pas certaines régions. C'est la même chose en Italie d'ailleurs. Et ça, il faut prendre en compte d'ailleurs en France aussi. Et il y a aussi tout ce qui va être gestion des produits dangereux. Par exemple, en Italie, on peut arriver à des taux d'alcool plus élevés qu'en France sur de la livraison avec certains transporteurs. Et du coup, il faut aussi savoir ça si jamais le produit est un produit qui est considéré comme dangereux. Dans produits dangereux, il y a les batteries, les produits à base d'alcool, tout ce qui est inflammable, explosif, aérosol, etc. Et là-dessus, on a un programme qui s'appelle Paniou, qui est vraiment, vous nous donnez votre stock quelque part, on gère tout le reste. Et si par exemple, on voit que vous commencez à faire des commandes en Italie, on va aussi envoyer vos produits en Italie alors que vous avez fait que la France et l'Allemagne au début, parce que c'est plus cohérent. Et en fait, on a des algorithmes qui optimisent ce qu'on fait de plus en plus, et c'est la vision un peu long terme, c'est être capable d'offrir ça à toutes les marques que ça intéresse. Le deuxième cas de figure, c'est quelqu'un qui s'intéresse à un nouveau pays, qui sait pas du tout comment faire. Il y a déjà juste une partie éducation. Donc toi, t'es déjà un petit peu au courant. Mais par exemple, la TVA, c'est un énorme sujet. En fait, une fois qu'on veut commencer à stocker plus de 10 000 euros de valeur d'un produit, valeur de stock, il nous faut un numéro de TVA local. Ça prend un temps varié selon les pays, et par exemple de manière surprenante, l'Allemagne prend pas mal de temps pour mettre en place un numéro de TVA. Donc ça peut ralentir le fait d'être dans un pays, et quand on sait que la livraison locale peut être divisée par 2 par rapport à la livraison internationale, ça peut engendrer un ralentissement de l'expansion, un peu une non-préparation au niveau budget, et on peut avoir des surprises de retard dans le fait de s'internationaliser. Pareil sur tout ce qui va être réglementation, protection des marques, langage sur les produits, parfois même, surtout sur les produits alimentaires. Il y a des obligations sur le fait que localement on doit pouvoir lire le produit. Si jamais le produit est réquisitionné dans une douane du pays dans lequel il est envoyé, la douane doit pouvoir lire ce que contient le produit. Donc il ne doit pas y avoir par exemple si vous envoyez depuis la France, tout ne peut pas être en allemand. Il doit y avoir la langue française dessus, pour principalement des produits alimentaires. Et après, on peut vous conseiller, donc ça va pour les deux, en fait, dans les 2 cas de figure, on peut vous conseiller justement pareil sur tout ce qui est opérationnel, choix des transporteurs, choix du packaging, ça peut avoir un impact sur les transporteurs que vous pouvez choisir, choix des modes de livraison, accompagnement avec des bons partenaires, agence marketing, localisation de certains efforts, même recrutement, trouver des talents autour de vous, peut-être aussi des synergies en termes de boîte. Vous offrez un produit qui est complémentaire à un autre produit. Est-ce que vous avez l'opportunité de rentrer dans un nouveau pays avec un partenaire? Vous vendez des maillots de bain, vous voulez les vendre en Allemagne et on a une marque de crème solaire, est-ce qu'on vous ferait pas une intro pour que vous bossiez ensemble sur une campagne où vous faites un petit concours ensemble sur Instagram ou je ne sais pas quoi, pour avoir vos premiers clients dans le nouveau marché et justement pouvoir tester le marché. Voilà un petit peu comment on va accompagner un peu, surtout donc il y a la partie très stratégique, admin, il y a la partie pure opérationnelle, fret, préparation de commandes, livraison, et puis il y a la partie croissance / partenariat, où là, on peut utiliser tout l'écosystème qu'on a pu créer dans les différents pays pour vous aider à pénétrer le marché. C'est hyper intéressant parce que du coup, t'as vraiment un accompagnement qui est 360, avec à la fois de l'éducation et de l'actionnable.
ce qui est quand même assez rare, qui plus est avec en plus une expertise quand même assez forte dans l'ouverture d'un pays. J'imagine aisément à quel point ça doit être agréable pour les marques de bénéficier de ce genre de service. Tu parlais en plus de cette solution un peu automatisée qui va... Comment elle s'appelle? J'ai pas retenu le nom. C'est pan-européenne et on l'a abrévié en pan-EU. Pan-EU, clairement un produit qui est en train de prendre de plus en plus de valeur aux yeux des clients. L'international est devenu un enjeu énorme pour les marques en Europe. Évidemment, dans la mesure où, qui plus est, ça veut dire que ta capacité à itérer et à tester de nouveaux marchés devient juste exponentielle, dans la mesure où si t'as plus à te soucier de la partie logistique, ce qui est quand même vraiment ce que j'entends là de cette solution, ça veut dire que juste demain, je peux monter une boutique Shopify dans une autre langue ou traduire mon site actuel, envoyer de l'ads ou de l'influence, enfin, en tout cas, j'ai plus qu'à générer du trafic et je peux très rapidement tester un marché. Bon, après, il y a quand même une petite partie admin, je suppose, parce que sinon, il y a des seuils de franchise en TVA, normalement. Exactement. C'est 10 000 euros de valeur de produit. Ouais. Alors plus de stock qu'autre chose, parce qu'en gros, si tu veux vraiment que cette solution soit avantageuse, il faut avoir du stock localement. Le gros plus, c'est les tarifs de livraison, où au lieu de payer, je prends un exemple, j'exagère les chiffres, mais 15 euros entre la France et la Belgique, tu vas payer 3 euros de livraison locale. Donc c'est 12 euros que tu as gagné là, tu les retrouveras pas dans le mouvement de stock, parce que c'est beaucoup moins cher que ça quand tu fais des mouvements intelligents. Et idéalement, cet argent-là, tu peux l'investir dans l'acquisition, comme tu as dit, faire des tests, tester un nouveau marché, tester un nouveau canal d'acquisition, une nouvelle plateforme, etc. Ou investir dans l'amélioration de ton shop, etc. Ça montre quand même aussi une robustesse, je trouve, dans le suivi. On sent une capacité d'accompagner à la fois les petites marques, mais aussi les très grandes, et tout ce qui va entre les deux. Ce qui veut dire aussi que la sérénité d'esprit, mine de rien, ça passe aussi par là, je trouve. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore Shopify en tant qu'outil. Je trouve qu'ils ont réussi ce tour de force qui est assez rare dans la tech, d'avoir créé un outil qui est hyper facile à prendre en main, qui est hyper ergonomique et qui est à la fois capable d'accompagner des marques de très petite taille, ouais, vraiment un lancement, une personne toute seule qui fabrique, presque qui fabrique ses propres produits dans son salon, jusqu'à des grosses multinationales qui génèrent des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an, enfin des choses qui sont beaucoup plus grosses, et avec finalement le même outil. Enfin, je rejoins assez la philosophie que vous adoptez parce que je la trouve assez proche justement dans cette idée de pouvoir croître à coup d'options et de fonctionnalités complémentaires. Et de se dire que tu démarres avec du packaging standard et puis au fur et à mesure tu peux t'étoffer avec un packaging personnalisé, avec en ajoutant de la complexité et en ajoutant des modes de transport, enfin des transporteurs de manière simple et je trouve ça assez canon comme approche. Ça fait plaisir à entendre. L'idée, c'est de démocratiser la logistique et la rendre accessible, la vulgariser si possible aussi, et clairement dans la direction de pouvoir plug and play un peu, quel que soit un peu le moment de l'évolution de la marque. Qu'on puisse être capable d'être un partenaire de croissance et qu'on néglige personne, même quand on aime beaucoup les grands clients, qu'on néglige pas non plus les petits avec des fonctionnalités basiques qui sont très performantes. Et en plus, si je dis pas de bêtises, on te voit un peu sur les réseaux, c'est comme ça que je t'ai découvert. Vous avez aussi quand même un peu la volonté de rendre ça un peu plus fun et un peu plus ludique, de montrer aussi que la logistique c'est pas juste des hangars poussiéreux et des process dont personne n'a envie de s'occuper, mais qui a quand même un côté un peu sexy à cette activité. Exactement. On est pas mal présent sur les réseaux. Je poste un peu sur LinkedIn. Je reviens de vacances, donc ça va repartir. Et on essaie surtout de mettre un visage aussi sur les équipes, que ce soit les équipes d'entrepôt ou les équipes de Hive, et de montrer que c'est un domaine très intéressant où il se passe plein de choses et qui est en pleine évolution aussi. Et que c'est pas justement cette boîte noire où on sait pas trop ce qui s'y passe et que les profils qui sont dans ce milieu-là c'est pas forcément ce qui est le plus attractif pour les nouveaux talents. Et de l'autre côté aussi que c'est pas juste des hangars poussiéreux, mais qu'il y a plein de choses super à faire. Il y a plein de nouveautés qui sont faites, des nouveaux algorithmes de prédiction, des nouveaux outils, et que c'est central en fait à une industrie qui est super sexy, que en tout cas moi j'aime beaucoup, avec qui j'ai la chance d'interagir énormément, c'est le e-commerce, où les gens sont souvent passionnés, sont drivés par une mission, aiment parler de leurs projets et desquels on peut apprendre beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi des gens très malins, des hackers qui ont un peu compris les systèmes. On parlait un peu de dropshipping avant sur les produits que tu as reçus. C'est souvent des gens qui ont des idées absolument géniales en termes de créativité, et de pouvoir interagir avec tout cet écosystème-là, c'est très intéressant et c'est cool d'être au milieu de ça et d'être un petit peu une pièce
voilà, central, un petit levier, tout le monde peut s'accrocher dessus et que tout le monde puisse générer de la valeur. Et si en passage on peut le rendre fun et tout en étant efficace et en délivrant le service qu'on promet, c'est que du plaisir. J'ai une petite question qui clôture généralement ces épisodes. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Elle prend souvent les gens de court. Hein. Ça va peut-être paraître un peu bateau, mais suis ton intuition. Tout le monde l'a déjà entendu, mais quand on a commencé en France, on avait beaucoup de préjugés sur ce qu'on devait faire dans le business, et je prends l'exemple de Hive dans ce cas précis. Et rapidement, il y a des choses quand on est sur place, on les ressent différemment de quand on a fait la recherche avant. Alors faut pas non plus que ça vienne d'un chapeau magique, mais se faire confiance et y aller avec confiance. Et après, au pire, c'est une claque dans la figure et on repart de zéro. Mais je pense qu'il faut vraiment suivre ses intuitions. Eh ben écoute, merci beaucoup Valentin pour ton temps. C'était vraiment hyper intéressant. J'ai adoré cet échange. Je pense qu'il est plein de valeur et j'espère que ça aura permis un peu aux gens qui l'écoutent de découvrir, de découvrir Hive aussi par la même occasion. Je suis plus que convaincu par la solution. Je trouve que il y a vraiment à la fois une belle philosophie, un beau produit et des belles perspectives d'évolution. Donc a priori, ça devrait quand même donner un produit hyper sympa dans les années à venir. Un produit encore plus sympa dans les années à venir. Merci infiniment, c'est toujours un plaisir d'échanger, podcast ou pas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi Yann. Eh ben écoute, merci, je te dis à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner, pense à nous laisser un avis 5 étoiles, ça nous aide vraiment à développer et à faire connaître le podcast. Et si t'as une boutique Shopify et que tu veux la faire évoluer, tu peux me contacter sur LinkedIn ou directement sur lugous.agency. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine. Ciao.